Cette semaine, dans votre émission Repère, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Ernest Jean-Marie, 53 ans, proactif dans le champ de la contribution citoyenne à la politique du territoire, coach et consultant. Il publie aussi de nombreuses tribunes et des ouvrages visant à pousser à la réflexion sur notre territoire. Bonjour Olivier. Bonjour Karina. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Et surtout, en fait, le deuxième prénom, Ernest. Oui, donc je m'appelle Olivier Ernest Jean-Marie. Alors beaucoup de gens me connaissent comme Olivier Jean-Marie, mais je rajoute un deuxième prénom parce que j'ai beaucoup d'homonymes. Et parce que aussi j'aime bien le deuxième prénom Ernest, qui est le prénom d'un grand-oncle, qui est parenti à la dissidence, comme on dit, donc dans les années 40. Et donc voilà pourquoi je signe Olivier Ernest Jean-Marie, pour permettre aux autres Olivier Jean-Marie de ne pas subir les conséquences de mes écrits. Voilà. Les conséquences, ben justement, on va en parler, oui. Parce que tu parles déjà de conséquences, alors que j'ai même pas commencé à te poser des questions. Alors, est-ce que quand même, tu peux nous parler de ton enfance? Tu as vécu où? Alors, j'ai grandi à Thionville, à Schœlcher, donc sur les hauts de Thionville, près de l'actuel rectorat, qui n'existait pas à l'époque. Avant que Grand Village ne soit construit. Donc c'est là que j'ai grandi. Il y a pas encore le cimetière de Thionville. Il y avait des piézicacs, des grillaves. Voilà, c'est là que j'ai grandi. Donc c'était une enfance en fait où tu allais prendre des goyaves avec les copains. Voilà, exactement. On évitait les serpents, dont on retrouvait quelquefois la peau chez nous quand ils muaient. Ouais, voilà. Donc c'était une belle enfance. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes parents, ta famille? Alors, j'ai des racines à la fois en Guadeloupe et en Martinique. Ma mère est guadeloupéenne, mon père est martiniquais, et ma mère est... Donc j'ai la chance qu'il soit encore vivant. Donc ma mère était prof d'histoire géo, elle est bien sûr à la retraite aujourd'hui. Et mon père était médecin retraité aujourd'hui. Et j'ai un grand frère aussi. Voilà pour la famille. Et puis pour les cousins et les cousines, alors donc ça se disperse entre la France, la Guadeloupe et la Martinique. Et donc je me suis souvent rendu, je me rends souvent en Guadeloupe. Et puis j'ai aussi vécu en Guyane. Donc tu as une appartenance Guadeloupe, Martinique, Guyane. Oui, voilà. Très clairement, je fais partie de cette zone-là, quoi. J'ai mes racines là. En sachant que bon, si on remonte plus loin, j'ai des racines en Inde, bien sûr en Europe, en Afrique, et puis bien sûr ici en Martinique. Et quel enfant étais-tu? Très timide, très réservé. Voilà, très timide, très réservé, très observateur, très curieux aussi. Qui lisait beaucoup, oui. Qui aimait beaucoup les livres aussi, et puis qui était aussi curieux des gens qui étaient plus âgés que moi. Mon frère a quelques années de plus que moi, il a 6 ans de plus que moi. Et donc par procuration, j'ai fréquenté ses copains. Et j'étais extrêmement curieux aussi, mais extrêmement curieux aussi des amis, des comportements, des conversations des amis de mes parents. D'accord, donc tu étais déjà observateur. Ah oui. Et on m'appelait même quelquefois France Antilles déjà. Ah bon? Oui. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire que tu regardais? Je regardais, je rapportais, je disais oui, mais c'est vrai, il y a telle chose qui s'est passée, tel endroit, à telle date, oui. Et justement, pour revenir à cette enfance-là, en 1981, il y a eu quand même... je crois que c'est une année quand même charnière dans ton engagement aux affaires de la cité. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors en 81, c'est l'arrivée de François Mitterrand, donc au pouvoir, la gauche arrive au pouvoir, et mes parents sont des gens de gauche, très clairement, et donc j'ai été influencé ou conditionné par ces idées-là. Et je me rappelle, mon père achetait régulièrement donc la presse régionale, mais aussi nationale française. Donc je lisais le Nouvel Observateur, le Canard enchaîné. À quel âge?
j'avais 10-11 ans, quoi. Donc ça traînait, quoi. Les Antillas, l'écho des Antilles, tout ça. Et puis, plus tard, l'événement du jeudi. Et donc, le 10 mai 81, François Mitterrand accède au pouvoir. Donc, chez moi, on est super content. Et puis, le 11 mai, le lendemain, je ne sais pas pourquoi, j'étais au CM2, donc à l'école de la Batelière à Schœlcher, et mon institutrice demande à la classe, bon ben alors qui est content que François Mitterrand ait gagné? Jusqu'à présent, je m'interroge sur ses motivations, et on était 3, donc c'est une classe de bien 30 élèves, hein. On était 3 à se lever, et ça rappelait, bon ça c'était conforme au rapport de force locale, hein, parce que Giscard d'Estaing avait fait plus de 80% des voix, et ça avait même contraint, dit-on, Aimé Césaire à prononcer le moratoire. Et donc si on me demande, bon, à quel moment tu as pris parti, tu as offert au public ta position, ben c'était là, la première fois, je dis oui, voilà, ben oui, je soutiens François Mitterrand, pour des raisons qui sont pas encore très conscientes, hein, très claires à ce moment-là. Tu te rappelles de la réaction de la maîtresse ou pas? Non, je ne me rappelle pas. Et c'est pour ça que je suis toujours très interrogatif, quoi. Je ne sais pas pourquoi elle a demandé ça, si elle était satisfaite ou bien si elle était plutôt favorable à François Mitterrand, puis vu le score local, elle se demandait où elle était. Bon voilà, je ne sais pas. Je sais pas pourquoi. Donc pour quelqu'un de timide, quand même, tu t'es positionné. Oui, mais voilà, mais naturellement, je me suis pas posé de questions, quoi. Et donc, on va revenir un peu à ton parcours, puisque donc tu obtiens un bac B au lycée Schœlcher. Oui. Et puis, tu t'envoles vers l'Hexagone, tu fais une licence de sciences économiques à la Sorbonne, et puis un master à l'école supérieure de commerce à Clermont-Ferrand. C'est ça. Et quelle a été la suite de ton parcours? Alors ensuite, j'ai eu le choix, je devais à l'époque, c'était obligatoire, faire mon service militaire. Donc je voulais pas, alors j'ai tout fait pour me faire réformer, ça n'a pas marché. Et donc j'ai fini par trouver une place de VAT, volontaire à l'aide technique. Et à ce moment-là, j'ai eu le choix entre donc la ville de Fort-de-France et le Crédit Agricole. Et je choisis la ville de Fort-de-France. Parce que bon, j'étais un étudiant assez engagé aussi dans les associations d'étudiants antillais et guyanais, et la logique c'était de globalement on étudiait et on préparait donc le développement du pays, quoi. Donc moi j'étais très content de venir contribuer à la mairie de Fort-de-France au développement du pays, voilà. Et puis bon, j'ai pas bien compris très clairement comment c'était organisé. Et puis, j'ai commencé à travailler, pendant que j'étais VAT, j'ai commencé à travailler, j'ai sorti ma première publication, c'était le guide politique de la Martinique, que j'ai publié aux éditions Open Source System, dirigé par Eddy Marajo. À quel âge? Ah ben, j'avais 24 ans à l'époque, hein, et c'était en fait un trombinoscope des élus, avec donc la photo des élus, conseillers généraux, maires, conseillers régionaux, députés, sénateurs de Martinique, et puis un mini CV, donc et avec les mandats qu'ils occupaient. Et puis après, donc j'ai créé une société avec Eddy Marajo qui s'appelle InfoPlus. On a créé un produit qui s'appelait Veille de Presse, qu'il commercialise toujours, je crois. Hein. Et puis après, je me suis envolé vers la Guyane. J'étais commercial à Canon, donc j'ai vendu des photocopieurs à Cayenne et à Kourou. Et puis ensuite j'ai investi dans la société G2J qui avait été créée par José-Jacques Gustave, qui était spécialisé en visioconférence. Et puis en 2000, José-Jacques Gustave me dit mais lui il était installé à Paris. Il m'a dit oui mais c'est bien que tu es actionnaire, mais il faudrait que tu viennes nous rejoindre et on a besoin de développer la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique. Et toi, bon, tu connais la Guyane, tu connais la Guadeloupe et la Martinique. Viens, allez, on va développer un truc, c'est innovant, tout ça là. Bon.
Donc j'ai relevé le challenge et puis bon, donc j'y ai travaillé jusqu'en 2016 avec une coupure avec Chronopost. Et puis à partir en fait alors parallèlement à ça, j'ai milité dans un parti politique qui est le PPM à partir de 2003 jusqu'en 2011. D'accord. Et à partir de... Donc j'ai accompagné l'équipe du PPM pour la victoire en 2010 à la région. Et j'en ai ressenti quand même un certain malaise. Parce que je me dis, mais le collectif qu'on avait créé quand même, aurait pu faire mieux. Il aurait pu durer plus longtemps, il aurait pu produire plus. Et je me suis intéressé à tout ce qui est donc intelligence collective, participation citoyenne. Voilà, on va revenir vers ça, justement parce que tu as fait de nombreuses formations et puis tu as aussi des actions en faveur justement de la participation citoyenne. Mais je voudrais revenir en fait au trombinoscope que tu as effectué en tant que VAT. C'était une commande qui t'a été faite ou c'est quelque chose que tu as fait Non, c'était une initiative. C'était une initiative, je dirais, personnelle, hein, et puis aussi qui répondait à un besoin. En fait, c'était un prétexte. Hein, et on va voir que, bon, je réalise ça, mais les livres sont toujours des prétextes pour aller rencontrer les autres, que ce soit les lecteurs ou les acteurs. Et ça m'a donné l'occasion donc de rentrer en contact avec les élus pour leur demander leurs photos, leur CV, voilà. Et puis, il y avait aussi dans cette parentie, il y avait une parentie dans ce guide-là consacrée aux partis politiques. Et donc, j'avais conçu, avec Eddy Marajo, une fiche synthétique donc de présentation des parentis avec leurs principales valeurs idéologiques, leur positionnement, leurs options de développement. Et ça m'a permis de rencontrer tous les responsables de partis politiques de 94, 95. Hein. À l'époque, oui. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Marcel Manville, par exemple, qui était responsable du PKLS. Bien sûr, j'ai rencontré à l'époque aussi Robert Saé, Camille Dancière. J'avais rencontré aussi le docteur Aliker. Quelle rencontre t'a le plus marqué à 24 ans? C'était Marcel Manville. Ah ouais, c'est un personnage, quoi, qui a un charisme. Il y avait une voix, des arguments, une force de conviction, une verticalité. Ah ouais, je me rappelle, c'était à la rue Louis Blanc, là, à Fort-de-France, ça m'a qu'à songer ça, ouais, ça m'a marqué, ça. Ouais. La rencontre aussi avec le docteur Aliker m'avait marqué. Je suis arrivé il avait un cabinet à la rue Victor Sévère, et puis, donc quand j'arrive, je vois qu'il feuillette le Times. Je dis, ah bon? Il m'a dit, mais oui, moi je m'intéresse à l'actualité du monde, voilà. Donc on était en 94-95. Les autres personnes qui m'ont, voilà, j'avais aussi rencontré Michel Renard aussi, ça c'est un personnage aussi de la vie politique martiniquaise. Il avait créé un parti, je crois que c'est la Martinique avant tout, quelque chose comme ça. Et puis plein d'autres rencontres, quoi. Donc c'est à ce moment-là en fait que tu commences à réfléchir aussi à l'impact des politiques? Ah non, ça c'est bien avant, c'est bien avant, pendant que j'étais, donc même avant que j'étais au lycée, en fait, ça, le déclic c'est quand je lis Peau noire et masque blanc. Je suis au lycée, j'ai 16 ans à peu près, et ce livre-là me percute, quoi. Il me percute et à partir de là, bon, je m'intéressais, je lisais toute l'actualité aussi, donc politique, économique, mais le livre Peau noire et masque blanc de Frantz Fanon aussi m'a profondément marqué. Mon désir de m'intéresser, puis de m'impliquer, puis d'apporter ma contribution. Et puis ça s'est prolongé tout au long de mon cursus estudiantin, puisque dès ma première année, je me suis engagé à côté d'autres amis dans des associations, donc d'étudiants antillais-guyanais. Donc j'ai participé à une association qui s'appelait Caraïbes étudiants entreprises, qui avait pour vocation de permettre la rencontre entre les étudiants et le monde professionnel. Et puis on avait une confédération donc d'associations. Moi j'étais d'abord sur Paris,
Et cette association-là, bon, s'appelait SIADOM, parce qu'aujourd'hui, on l'aurait rappelé autrement. C'est Confédération interassociative des départements d'outre-mer. Et donc là, on faisait de la politique, pas de la politique partisane, mais on s'intéressait à ce qui se passait au pays et à comment nous, on pourrait donc alimenter, participer au développement du pays. Et puis, il y a aussi une lecture d'Alain Philippe Blérald, qui est décédé. Donc, je crois que c'est le sentiment national, hein, aux Antilles aussi, qui m'a profondément marqué. Et donc depuis le lycée, bon, la politique, ça m'intéresse. Et je souhaitais en savoir plus. Donc, tu faisais pas partie de ceux qui jouaient à la belote au lycée Schœlcher Ah oui, non, je jouais à la belote, je jouais au football le midi, non, je faisais tout ça, hein. Puis toutes les autres bêtises qu'on peut faire à cet âge-là. Non, je faisais tout, oui. D'accord. Et justement, donc, pour revenir à la suite de ton parcours, donc tu as été effectivement amené à réfléchir à la vie de la cité et à interpeller justement le monde politique martiniquais à de nombreuses reprises. Et certains disent que ça peut être fait de façon maladroite. Et tout à l'heure, tu disais justement que tu avais rajouté Ernest pour que d'autres ne puissent pas avoir de problème. Oui. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu trouves qu'effectivement, il y a... Non, je comprends que quelquefois, mes interventions puissent déranger certaines personnes, parce que je prends parti. Je prends parti toujours, et je le dis avec bienveillance. C'est-à-dire que je ne cultive pas les attaques ad nominem. Donc, je prends parti par rapport à des faits qui me dérangent dans la société dans laquelle je vis. Et voilà. Donc je pense que quelquefois ça peut être mal vécu parce que j'essaye aussi d'être sincère, et je ne cherche pas non plus à cultiver la popularité. Et donc et j'essaye d'argumenter aussi mes positions. Mais c'est vrai que j'ai quelquefois et puis il y a quelques fois aussi où j'ai été en colère et où j'ai pu avoir des propos un peu dur, que je n'aurais pas aujourd'hui, après peut-être 10, 15 ans après. C'est vrai. Et quel est le fil rouge entre tes différentes contributions ou ouvrages? Sortir de la pyramide hiérarchique, Grand Che, Grand l'Esprit, Démocratie de la Lumière, qui vole nous, et pour finir, qui fasse nous. Alors le fil conducteur, c'est que chacun de nous, quel que soit notre parcours, quelle que soit notre classe sociale, notre origine, on a des capacités, on a des capacités, comme dirait Amartya Sen, et que on a tous même le devoir de participer à l'œuvre collective qui est la vie. Donc, et l'objet, selon moi, une des priorités des politiques publiques, c'est de permettre à chacun justement de conscientiser son potentiel, de le mettre en valeur, de l'exploiter, de le faire fructifier pour son bien, mais aussi pour le bien de la collectivité. Donc le fil conducteur, c'est tout le monde c'est moun et nous toutes capables. C'est ça. Mais à ce moment-là, en fait, donc tu as une réflexion effectivement sur ce qui se passe, mais t'arrives-t-il des fois de te dire que tu t'es trompé et que finalement, en fait, le dispositif ou le projet est-elle bon? Ah oui, je revendique le droit à l'erreur. Hein. Je me suis souvent trompé. Et mais je pense qu'on se trompe quelquefois de chemin. Après, je ne crois pas m'être trompé de direction, mais dans la direction justement de l'émancipation individuelle et collective, quelquefois j'ai choisi les mauvais véhicules. C'est assez clair. Oui. Ah oui, moi je revendique le droit à l'expérimentation, à l'erreur, parce que je pense que c'est comme ça qu'on progresse. On ne réussit pas du premier coup. Donc non seulement au niveau individuel, mais encore plus au niveau collectif, quoi. Donc il faut
il faut essayer, tenter, prendre des risques, s'exposer, expérimenter, évaluer, tirer les leçons, corriger la trajectoire. Et là où je suis un peu plus rigide, c'est sur la question des valeurs. Donc la question du respect, la question de la bienveillance, la question de l'amour, la question de la générosité, donc du don de soi. Tu ne te sens pas souvent seul? Oui, quelquefois, oui, quelquefois, je me sens seul et impatient, quoi. Mais je me dis, bon, il faut attendre, quoi. Il faut continuer à semer. Et puis, c'est pas là où c'est la terre qui a poussé la même, quoi. Donc, il faut attendre, quoi. Il faut attendre et, par contre, il faut essayer. Il faut pas, selon moi, renoncer. Il faut pas se taire. Il faut pas. Mais il y a des hauts débats, hein. Les délais, oui, il manque pas de foi, oui, bien sûr. Les délais manquent pas de foi. Et justement, qu'est-ce qui te fait continuer? Parce qu'il y a eu certaines déceptions, des trahisons. Tu ne lâches pas. Tu restes engagé. Qu'est-ce qui te... Je dirais pas des trahisons. Non, je dirais des déceptions. Moi, c'est pas des trahisons, hein, pour moi. Ce sont juste des erreurs d'évaluation de ma part, hein. Donc, non, c'est que je me dis qu'il y a des choses que j'avais pas vues, que maintenant je vois, et puis... Tu prends tes responsabilités. Oui, voilà, c'est ça. Oui, la question de la responsabilisation est vraiment fondamentale et vraiment, j'évite la posture de victime, quoi. J'évite vraiment beaucoup la posture de victime et je crois beaucoup en l'agentivité des acteurs, le fait que, bon, ben, on peut changer, même s'il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de nous. Mais il y a beaucoup de choses qui dépendent de nous, de notre regard, de là où on met notre énergie, et ça peut changer beaucoup de choses. Tout à l'heure, tu disais que tu étais un ouvrier de l'intelligence collective. Qu'est-ce que tu entends par là, donc? C'est tout ce que tu viens de dire? Oui, c'est-à-dire que je me mets au service de collectifs, que ce soit des associations, que ce soit de familles, que ce soit donc d'entreprises, puis de pays aussi. Donc je fais ma part, quoi. Je fais ma part et sans prétention d'en savoir plus que d'autres, sans prétention d'être le sachant, l'unique sachant, mais avec la conscience que si ma contribution n'est pas indispensable, ben, elle peut être importante, comme celle de tous mes concitoyens. Et donc, tu as été en fait candidat aux élections législatives? Oui, tout à fait. Martinique en 2012, dans la circonscription du Nord. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience? Oui, c'est au moment où j'interroge, je dirais, le fonctionnement du Parti progressiste martiniquais. J'interroge aussi le fonctionnement d'une équipe qui a gagné et qui derrière, selon moi, ne met pas en œuvre le programme sur lequel, en fait, nous avons travaillé de façon collective. Et c'est le moment aussi j'interroge le mode de fonctionnement des élus. Et le slogan de ma campagne, c'était le Nord citoyen en 2012. Et donc, je prends ma décision. Les élections sont en juin 2012. Donc, en octobre 2011, je rencontre le secrétaire général de l'époque du PPM, c'est Didier Laguerre. Je rencontre le président de l'époque, c'est Serge Chimi, et je leur dis, bon voilà, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on fonctionne, je ne comprends pas, et donc je serai candidat. Je serai candidat, mais je ne serai pas candidat contre vous, je serai candidat pour porter un autre message qui n'est pas porté par, je dirais, les candidats classiques, entre guillemets, voilà. Et donc cette expérience est extrêmement formatrice. Parce que là, jusqu'à 2011, j'étais plutôt dans l'ombre, quoi. Et à partir donc de 2011, je participe au débat public. Donc je m'affiche, je m'expose
donc de façon plus ou moins maladroite selon les personnes. Et donc je prends part au débat public. C'est à partir de là que je prends part au débat public. Et dès 2011-2012, je dis je le fais avec en cultivant liberté et bienveillance. Donc pour être constructif, apporter quelque chose de plus au débat, pour faire avancer la réflexion donc sur notre Martinique, sur la communauté dans laquelle je vis. Voilà. Donc là, tu fais quand même une expérimentation qui est différente de celle que tu avais avant. Oui, j'avais mené des campagnes aux côtés de candidats, donc j'avais aidé des copains donc dans des élections municipales, dans des élections législatives, dans des élections régionales à l'époque. Et là, donc je me retrouve donc dans un autre rôle, quoi, dans le rôle du candidat. Et cette expérience-là est extrêmement formatrice aussi, parce que ça me permet aussi de bien comprendre aussi la psychologie des candidats. Aujourd'hui, je suis consultant et j'accompagne quelquefois encore des candidats. J'en ai fait mon métier, une de mes activités, et ça m'a permis de bien comprendre les enjeux d'un candidat lorsqu'il va se présenter donc face au public lors d'une conférence publique, sur un plateau télé, lorsqu'il va débattre ou participer à une émission télé ou radio ou enregistrer une vidéo. Donc voilà, ça m'a apporté ce vécu-là que j'ai vécu aussi, mais un peu plus en retrait avec l'expérience Martinique citoyenne en 2015 avec Nathalie Josse, et où j'étais pas personnellement candidat, j'étais pas sur la liste, mais j'ai participé activement à cette campagne. Et donc tu es animateur des réunions citoyennes mises en place par le Congrès des élus de Martinique. Oui. C'est une certaine reconnaissance? Je dirais pas que c'est une reconnaissance. D'abord, pour moi, c'est une satisfaction que l'idée de participation citoyenne progresse. Et je suis heureux que ces idées-là progressent, comme l'idée de tirage au sort aussi progresse. Je me rappelle en 2015, lorsque je faisais partie de l'équipe Martinique citoyenne et qu'on avait décidé de tirer au sort les candidats. Bon, alors là, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Mais bon, c'est des fous, quoi, des bisounours, des qui complètement déconnectés de la réalité. Et puis, cette idée de tirage au sort-là, qui est vieille depuis l'Antiquité, hein, depuis Athènes, hein, mais revient au goût du jour avec le tirage au sort pour la Convention citoyenne du climat en France. Et puis ensuite, là, le Conseil des jeunes de la CTM donc a été tiré au sort aussi. Mais comment ça s'est passé en fait? On est venu te chercher ou il s'agissait d'une candidature spontanée? Non, il y a eu un appel d'offres, il y a eu une consultation et j'ai répondu avec mon équipe. J'ai répondu avec mon équipe et c'est avec une très grande joie hein, que j'ai animé ces réunions-là, parce que encore une fois, ça me permet de rencontrer le peuple, la population. Alors pour moi, ça ne va pas assez loin, il faut faire quelque chose de plus poussé, de plus ambitieux, il faut aller plus loin, mais c'est un premier pas. Comme quoi? Ben pour moi, je le dis, donc il faut nous. Je dis, mais il faut... Là, pour les réunions citoyennes donc du Congrès des élus, on a fait 17 réunions dans 16 communes. Pour moi, il faut faire plus de 300 réunions dans toutes les communes, dans tous les quartiers de Martinique. Bon, je pense qu'il faut initier une démarche de fond avec beaucoup d'ambition, beaucoup d'efforts humains, financiers, logistiques, pour remettre la population au centre des décisions. Et justement, par rapport à ces réunions citoyennes, quels sont les mouvements forts qui restent gravés pour toi? Est-ce que tu as appris des choses, que tu retiens en fait des choses? Oui, ce que j'ai compris, c'est que on revient de très très loin. Après l'épidémie du Covid-19, après donc les confinements, après les couvre-feux, après les je dirais les discussions, mais c'est même pas des discussions, quoi, les affrontements autour de la vaccination. Après donc tout ça, on revient de loin et
ces réunions-là, c'était un espace justement de rencontre de la population, où c'est un espace ouvert, donc qui était accessible à tous, et où tout le monde pouvait dire, bon, voici ce que j'identifie comme difficulté en Martinique, voici ce que je pense de ce que proposent les élus, et puis voici ce que moi je propose, quoi. Donc, et ce que j'ai compris, c'est que il y a un besoin de participation. Après, beaucoup de participants disaient, oui, bon, on est venu participer là, mais qu'est-ce que vous allez faire de notre parole là? Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez la valoriser? Comment vous... Et donc, et moi, ce que je propose, ben, c'est d'aller plus loin, justement, pour pouvoir imaginer une Martinique qui soit désirable, utile, responsable dans l'avenir. On arrive déjà au terme de l'entretien, mais je vais quand même te poser deux petites questions. Dans la préface de ton dernier ouvrage, donc Qui fausse nous, tu cites Césaire et Saint-Exupéry. Est-ce qu'ils ont eu un impact particulier sur ta vision du monde et sur ton rôle en tant que citoyen? Oui, bon, aimer Césaire, bien sûr, je pense que bon, alors c'est l'impression que j'ai, mais je pense que aucun Martiniquais, même, je dirais même plus loin, aucun être humain ne peut être insensible à la force, à la portée de la pensée césarienne. Et dans cette incitation, dans cette invitation-là à croire en notre puissance, je dirais, individuelle et collective, tout en cultivant une certaine lucidité sur nos manquements, nos difficultés. Et puis Saint-Exupéry, je trouve que c'est un personnage vraiment extraordinaire, quoi. Et la lecture de ces livres-là nous fait voyager, donc on s'envole avec lui. Et lui aussi avait, je pense, une conscience donc de la puissance collective. Quand les hommes et les femmes se mettent ensemble. Et puis dans la préface, je remercie aussi le professeur Charles Nicolas, qui est président de First Caraïbes et qui a créé une opération qui s'appelle, avec son équipe, Martinique 36 heures. Alors, en nous fait et puis nous qu'a fait. Et c'était une invitation à imaginer, c'est une invitation à imaginer l'avenir de la Martinique. Et la démarche Qui fausse nous, très clairement, a été favorisée, initiée, stimulée par cette opération-là, et puis aussi par les réunions citoyennes donc du Congrès des élus de la Martinique. Un message pour les jeunes? Ah bon, moi je pense que les jeunes, alors ce que moi je sais, c'est qu'ils sont capables, ils sont confiants et ils le savent. Pour certains d'entre eux, et on compte beaucoup sur eux, sur leur participation pour que la Martinique soit utile, responsable et désirable dans l'avenir. Et qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite, Olivier? De continuer à cultiver la liberté et la bienveillance. Je pense que si j'arrive à faire ça le plus longtemps possible, le plus souvent, ce sera déjà un grand pas vers la joie. Merci beaucoup pour ton témoignage.